Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire, il n'y a pas de numéro. Tout le monde essaie en direct maintenant. Tu racontes ton histoire, nous sommes sur TikTok. Donc tu montres, raconte ton histoire est sur place. Et là, on va t'écouter. Surtout, on ne cite pas les noms des gens. Utilise les noms d'emprunt. Les noms des boîtes de nuit, on ne cite pas. Des quartiers, bon, on peut citer le nom des quartiers, mais on ne décrit pas exactement là où la maison se trouve. Les noms des hôtels, les noms des bars, des restaurants, on ne cite pas. Voilà. C'est pas le tribunal ici là. C'est qu'on peut seulement écouter les histoires mystiques, c'est tout ce qui nous concerne ici là. Et donc, on va commencer avec la première personne. Allô? Bonsoir la famille DMG. Bonsoir DMG. J'espère que tu m'entends. Ça fait un moment que je ne suis pas monté. Bon, comme tes lives aussi étaient interrompus. Je vais vous parler d'une histoire que nous avons vécue. Parce que moi, toutes les histoires que je raconte sont des vécus. Il s'agit de la grande sœur à ma grand-mère. Et chez nous, il y a un nom qu'on ne donne pas parce que c'est un peu un nom maléfique. Je vous explique pourquoi. Il y a bien longtemps, la sœur de ma grand-mère avait eu une fille. Elle avait eu une fille et à l'époque, chez nous, aller jusqu'au BPC, c'était un peu un exploit. Vous voyez, non? C'était vraiment parce que c'était des indigènes, ils étaient un peu au village et tout le monde n'avait pas l'accès à l'éducation. Donc cette maman-là, ma grand-mère là, bon, si je peux dire parce que c'est la grande sœur de ma grand-mère, elle avait sa fille unique qui s'appelait Adèle. Et au moment des résultats, Adèle, au moment où elle passait le BPC, en pleine année scolaire, Adèle est tombée enceinte. Et ça lui a fait mal, je ne sais pas pourquoi, alors que la grand-mère était dans les histoires de sorcellerie. Donc là-bas, ses collègues lui ont demandé de sacrifier sa fille. Donc, comme c'était sa fille unique, elle ne pouvait pas la tuer directement. Elle a monté un stratagème, c'est-à-dire du premier jour où ils ont annoncé la grossesse de sa fille jusqu'à l'accouchement, elle ne faisait que ramper sur ses fesses en pleurant dans tout le village. Comme quoi, le jeune qui a enceinté sa fille a gâché son avenir. Sa fille va accoucher. Qui commence son avenir? Elle va gâcher l'avenir de sa fille. Va gâcher l'avenir de sa fille. Jusqu'au jour où ma grande tante là, Adèle, sa fille, accouche et en accouchant, elle perd la vie. Donc quand sa fille meurt, le bébé reste dans sa main. Non, c'est sa fille qui s'appelait Madeleine. Et elle avait donné le nom à son bébé Adèle. Donc quand le bébé est né, le bébé est dans sa main. Chez nous au village, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Le lendemain, le bébé pleurait. Elle a lavé le bébé, elle l'a mis dans le couffin. Et elle était assise devant la porte. Un coup, il y a eu un tonnerre. Mais bon, il ne pleuvait pas, c'est qu'elle suit selon ce qu'on nous a dit. Il ne pleuvait pas, il y a eu un tonnerre. Donc, le premier réflexe de ma grand-mère, c'était d'aller voir le bébé dans la chambre. Elle rentre dans la chambre, le bébé a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 70 ans, hein, parce que c'était la cousine à mon papa. Jusqu'à aujourd'hui, où l'enfant est rentré là, on ne sait pas. Mais chose bizarre, dans notre famille, personnellement, le BPC, une fois que tu l'as, tu meurs. Et c'est que chez la famille de ma grand-mère. Le BPC, c'est comme un trophée. C'est vraiment... je ne sais pas comment vous dire, mais... Il y a un mystère. Il n'y a pas quelqu'un dans ma famille. Tu vas avoir le bac, tu vas tout avoir. Mais BPC seulement. C'est pas possible. Tu t'entêtes que tu as eu... Une semaine après les résultats, tu restes dedans. Tu meurs. Parce que finalement, sa fille qui était tombée enceinte là, quand elle est morte, quelques temps après, il y a eu les résultats et elle avait eu... Donc, elle avait juré dans sa confrérie que personne n'aurait eu ce diplôme-là dans la famille. Parce qu'elle a perdu son unique enfant. Personne ne va avoir. Donc, ça veut dire, puisque c'est une confrérie de sorcellerie familiale, dans la famille de mon papa, le côté maternel de mon papa, le BPC n'existe pas. Et puis, toute personne qui a essayé de donner le nom Adèle à sa fille qui naît, le lendemain, l'enfant meurt. Donc, il y a deux choses dans la famille de mon papa qu'on n'arrive pas à avoir. Le BPC et puis le nom Adèle, là, on ne donne pas. Tu as donné, forcément, ta fille va mourir.
Il y a eu des générations de personnes qui ont donné, mais ça c'était sans succès. Donc, ce qui a fait que on s'est tous mis dans la famille que, mais attends, il y a un souci. Donc, moi, tous ceux qui ont aujourd'hui la nouvelle génération, c'est-à-dire nous qui avons mêlé le sang de nos enfants, là, nous qui avons mêlé le sang de nos enfants, à partir de la classe de 3e, nos enfants commencent à avoir de... Comment on va vous expliquer ça? La juvénile, ils commencent à devenir juvéniles. La délinquance essaye de les atteindre, mais on essaye de se battre parce qu'on connaît l'histoire de notre famille. On connaît l'histoire de notre famille. Ce qui fait qu'entre nous, on ne se marie même pas dans notre région. On préfère même aller marier d'autres religions. On préfère pour couper un peu les liens de ça là, parce que c'est trop fort. Vous voyez, non? C'est chez nous, il y a le haut niveau là, vous vous rappelez des histoires des coqs, du coq vivant qui était mort depuis 3 ans. Voilà, et la soeur de ma grand-mère qui avait dit, je ne peux pas te laisser tuer ton fils parce que si on le tue, qui va nous enterrer? Vous vous souvenez de l'histoire là, non? Voilà, c'était mes 2 grands-mères là, l'aînée et puis la 2e. Donc, c'est pour vous dire que le haut niveau chez nous, laissez tomber. Et ce nom-là, ça n'existe pas. Moi, j'ai fait les frères, moi, je n'ai que des garçons pour que mes enfants puissent avoir le BPC. Moi, par exemple, en 3e, le jour du BPC, je suis tombé malade. Je n'ai pas pu composer. D'abord, une semaine avant ça, j'ai failli mourir. J'ai eu une angine qui a fermé ma voix, comment on appelle ça, la voix de la gorge là. Je n'arrivais pas à avaler ma propre salive. Mais je me suis entêté à aller composer le jour là, je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé dans les épreuves. Pour vous dire que il n'y a pas quelqu'un dans ma famille paternelle directe qui a ce diplôme. Aujourd'hui, grâce au mariage qu'on a fait dans d'autres familles, nos enfants sont attaqués, mais ils réussissent, mais c'est avec des difficultés. Parce que déjà, quand l'enfant arrive en 3e, ton enfant que toi-même tu sais que tu es élevé, puis tu vois l'enfant en train de prendre une route, mais laisse tomber. Obligé, même souvent, moi j'ai été obligé d'attacher mon fils et puis partir avec lui à l'école. Hein. Mon fils est né là, je l'ai attaché pour qu'on fasse des... Il a fait 1 an de la classe de 3e. Sinon, il ne partait pas, il fuguait, il faisait des mois. Tout simplement parce qu'il était en 3e. Mais en seconde, première, terminale, c'était le meilleur élève de sa classe. Mais cette classe-là, c'est un combat de titans chez nous. Arrivé qu'en 3e là, il faut avoir les épaules, il faut avoir la tête, il faut avoir la carrure spirituelle, sinon tu ne peux pas. Donc c'était pour dire que faisons attention aux choses que nos parents là sont partis attacher là-bas. Une fois qu'on est au courant qu'il y a une malédiction comme ça, rentrons quelque part spirituellement ou religieusement. Moi je ne sais pas, chacun connaît où il se met. Mais rattrapons le coup parce que chez nous, je vous dis que ma grand-mère, mon papa a 70 ans, donc sa tante, si elle vivait, elle aurait eu 100 ans. Donc sa cousine là, elle aurait eu 60 et quelques. Depuis combien de générations cette malédiction là nous suit? Et ça fait qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte là. On a fait un groupe pour briser ça dans la prière. On protège nos enfants comme si c'était des œufs de pain. Je ne sais pas si on a déjà vu un pain pondre un œuf, mais l'œuf de pain qu'on ne voit pas comme ça là. C'est comme ça qu'on cache nos enfants. Parce que chez nous là, c'est le haut niveau. Oh ah. C'est-à-dire que tu es là comme ça, puis là, ton ennemi te suit dans le noir, et quand même matin il se dévoile. Et puis il se dévoile, il t'attaque quoi. Bon, c'est une partie de plusieurs histoires. Comme ça faisait un moment, je ne vous voyais pas en live. Et puis, je n'ai pas de bon téléphone pour dire que je vais bien faire mon WhatsApp là pour vous envoyer des histoires. Vraiment, ce fut moi. Et faisons attention et puis prions beaucoup pour nos enfants parce que les malédictions familiales, c'est vraiment une plaie. Merci beaucoup. Et puis, je suis dans les commentaires. Merci beaucoup, Marcel. Merci. Dans les commentaires. Fais-moi descendre, s'il te plaît. D'accord. Merci pour les cadeaux. Oui. Bonsoir, Coco. Comment tu vas? Bien, et toi? Je vais bien. Je suis un peu stressée parce que c'est ma première fois de monter ici. Il n'y a rien. Prends un verre d'eau, je bois. Il n'y a rien. D'accord. Donc, je voulais vous raconter une histoire que j'ai entendue qui se passe au Bénin. L'histoire, c'est un jeune homme qui accroît à l'argent et qui décide d'aller voir son marabout, qui lui avait déjà aidé, qui l'avait déjà aidé pour des problèmes d'impuissance, si vous comprenez. Et donc, il va voir le marabout et il lui raconte voilà son problème. Ah oui, merde, pardon. Ah, je vais t'écouter. Tu peux recommencer l'histoire, s'il te plaît? C'est mieux? Oui, il faut recommencer. C'est parce qu'il y a des voitures qui passent, donc il va voir le marabout et le marabout lui dit que pas de souci et que pour son problème,
il devrait créer un savon spécial. Mais pour ce savon spécial, il faut des organes humains en fait. Donc le jeune, il est un peu choqué, mais il lui demande de l'aide parce que il sait pas comment s'y prendre. Donc le soir, les deux vont se balader dans les rues et leur cible en fait, ce sont des prostituées. Excusez-moi, je vais me déplacer. Donc leur cible en fait, ce sont des prostituées parce que les prostituées, ils se disent que tout le monde s'en fout. Donc personne va s'inquiéter si jamais elles disparaissent. Mais le problème c'est que les putes, excusez-moi, les prostituées, elles sont trop chères en fait. Elles demandent trop d'argent, donc ils laissent tomber. Et le jeune, il se rappelle d'une petite fille de 3 ans qu'il connaît au marché et qui vient souvent dans sa boutique l'aider et tout avec ses marchandises. Donc il attend le lendemain et durant la journée, la petite fille va se rendre dans sa boutique, pardon, comme d'habitude, pour l'aider avec les chaussures et tout. Et elle aime bien aussi jouer avec son téléphone. Oui, je suis désolée, j'ai jamais raconté d'histoire. Mais bref. Et du coup, quand la petite fille, elle arrive, il prend ses affaires et il la ramène avec lui chez lui. Et au début, il est un peu stressé, donc il n'arrive pas à la tuer. Mais après, quand il a vu que la mère de la petite fille l'appelait, il l'a tué, quoi. Mais malheureusement, on n'a pu le retrouver. Je t'avais dit, tes abonnés, ils sont vraiment chiants. Bon. Finalement, ils ont réussi à le retrouver. Et en fait... Ne pas les commentaires quand tu racontes des histoires. Oui, excuse-moi. En fait, finalement, on finit par le retrouver et voilà, il gère l'histoire et tout. Moi, en fait, les conseils que je voulais donner, c'était par rapport déjà aux prostituées qui se baladent. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas protégés en fait. Il y a plein de gens bizarres qui peuvent vous attaquer et faire des choses contre vous. Et aussi pour les mères qui laissent leurs enfants dans les marchés aller voir les gens parce que ils se disent que ils leur font confiance, etc. C'est pas une bonne idée parce que la mère, elle faisait confiance aux jeunes et elle s'est jamais dit que que ça allait se passer. Je suis désolée, hein. Voilà, c'est un peu ça mon histoire. Oui, je ferai peut-être mieux la prochaine fois. En tout cas, merci et bonne soirée TMG. Tu peux me faire descendre, s'il te plaît? D'accord, merci pour l'histoire. Je t'en prie. Bonsoir. Bonsoir, DMG. Comment tu vas, Inès? Oui, j'appelle pour raconter une histoire qui s'est produite lorsque j'étais toute petite dans mon enfance. En fait, ma petite sœur était souffrante et elle avait l'axe. Et nous sommes partis partout pour voir afin de la traiter. Et nous avons connu un monsieur qui l'a traité. Il a traité et elle est guérie de l'as. Et après, le monsieur, il a disparu pendant des années. Et le monsieur, en réalité, il était décédé. Mais nous ne le savons pas. Et un jour, mes parents étaient absents et nous sommes restés à la maison entre enfants. Et aux environs de 17h, le monsieur s'est amené à la maison. Quand il est venu, il était tout malade, il était souffrant. Avec une toux pas possible. Il passait tout son temps à tousser. Et il est venu, les parents n'étaient pas là, on a appelé notre maman, on lui a donné à manger et tout ça. Le monsieur était terriblement malade. Et la nuit tombée, il a dormi avec nous et il est venu avec beaucoup de médicaments, vu que c'est quelqu'un qui a l'habitude de soigner les personnes malades et tout. Et nous avons dormi. Et pendant ce temps, nous avons notre maman qui était à Abidjan en Côte d'Ivoire, qui croise la sœur en question de ce monsieur et qui dit au monsieur, le frère du monsieur qui soigne, à ma maman que le monsieur en question, il est décédé. Et c'est comme ça. Le monsieur, il est avec nous toute la nuit, il a toussé dans la maison, nous n'avons pas pu dormir. Il était très malade. Et le matin, il s'est levé, il est parti. Et nos parents sont rentrés à la maison.
Quand ils sont venus, on leur fait part de la situation que le monsieur, en réalité, il est venu à la maison, il est venu nous rendre visite et tout ça. Normalement, on dit non, c'est pas possible parce que le monsieur, à Abidjan, on lui a dit que le monsieur est décédé. On dit, ah bon? Qu'il était très malade et tout ça, il avait la tuberculose et tout ça, que le monsieur, il est décédé. Vraiment, ça a semé le froid dans la maison et tout ça, on était tous confus, ma maman et autres et tout ça. Elle a dit, ah, en réalité, c'est sûr que le monsieur est venu. Je dis oui. Et tenez-vous bien, les médicaments que le monsieur il nous a envoyés, tous les médicaments étaient remplis d'asticots. Tous les médicaments étaient remplis d'asticots. Quand nous sommes allés regarder les médicaments, c'était des feuilles, des écorces qu'il nous a ramenées. Il a dit, ah, en cas de palu, en cas de asthme, si quelqu'un est malade dans la maison, on peut bien utiliser ces médicaments. Et tous les médicaments étaient remplis d'asticots. Donc, c'était ma petite histoire. Vous dit que les gens qui meurent et que nous n'avons pas l'information, ils reviennent toujours vers nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Inès, pour l'histoire. Tu peux me faire descendre? D'accord. Après, tu restes à la maison, après que tu aies reçu l'information que le monsieur qui a dormi chez vous est décédé. Après, tu dors peut-être un mercredi comme ça, après le direct. Tu entends comment ils toussent dans la maison encore. Quand tu parles à les toilettes, tu vois, il y en a qui n'est pas là-bas. Ils toussent au salon. Tu parles là-bas, il n'est pas là-bas. Tu tousses dans la chambre. Tu vas faire quoi? C'est la magie, hein. Laisser dormir un inconnu dans la maison, là, vraiment. C'est la patate. Vous avez le cas ici dehors. Hein. Mélissa, thank you. Comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir DMG. Bonsoir tout le monde. Enfin, je voulais vous raconter une petite histoire là qui nous est arrivée à la maison. C'est ma tante paternelle qui est morte, elle est décédée. Donc elle avait un fils. Donc le fils, comme c'était son unique enfant et puis le père n'était pas sérieux, bon, mon père a décidé d'héberger l'enfant chez nous. Donc il a hébergé l'enfant. La première nuit quand il est venu, nous on avait pitié de lui-même. On avait pitié de lui, on pleurait même parce que sa mère vient de décéder et tout. Donc la première nuit, il a uriné. Il a bien uriné. Donc on s'est dit, bon, peut-être c'est peut-être la fatigue, il est beaucoup pensif et tout. Donc c'est pourquoi il urine en fait. Donc quand il a fini d'uriner, le lendemain on a lavé ça et tout. Après quelques jours, on a décidé de le scolariser. Mon père a décidé de le scolariser. L'enfant, il travaillait là où il était là, il travaillait là-bas. Mais quand il est venu chez nous, il a commencé à ne plus travailler du tout. Il ne voulait plus du tout travailler à l'école. Bon, on s'est dit c'est peut-être le chagrin. Donc on n'a pas pris ça au sérieux. Mais chaque fois, on a fait du forage chez nous à la maison. Mon père a causé le forage. Chaque fois, notre forage se gâtait. Et la voiture de mon père se gâtait. Chaque fois qu'il veut démarrer, sa voiture se gâte. Bon, on est resté comme ça là jusqu'à... Après, un matin comme ça, l'enfant se lève. Quand il est midi, il commence à regarder le soleil. Et puis on lui demande, mais pourquoi tu regardes le soleil? Il dit, oh, je regarde le soleil pour que vous puissiez dépenser de l'argent. C'est ce qu'il a dit. Donc nous, on est allé dire ça à notre mère que c'est comme ça. Il dit, mais bon, notre mère a dit, bon, laissez l'enfant. C'est peut-être, il parle juste, c'est un enfant. Il était au C2. On dit, laissez, c'est juste un enfant. Après, il reste comme ça, il vaut l'argent de ma mère, il peut manger. On sait, mais on n'a pas envie de lui faire truc. C'est pas le gars, on est comme ça, il dit à ma mère, oui, je suis un sorcier. Et ma mère a dit si, parce que mon père est pasteur en fait, donc il prie lui-même, il essaie de lever le matin, il dit, je suis un sorcier. Donc quand elle a dit ça, ma mère a eu froid dans le dos. On a dit, bon, quand mon père va venir, on va parler de ça. Quand le vieux est venu, on lui a dit ça, elle a dit, oui, je suis un sorcier. Chaque fois, c'est moi qui pars la nuit, je gâte ta voiture et ton forage. Et la nuit, quand vous dormez, j'urine parce que je me lève, je pars manger là-bas. Donc quand vous me réveillez, je ne suis pas ici. C'est pourquoi j'urine. Même quand il ne mange pas le soir, il urine. Il dit, oui, je suis déjà allé chez toi dans ton bureau. C'est dans le bureau de mon père. Je suis allé, mais je voulais mélanger les dossiers. Dès que j'ai approché là-bas, le feu a commencé à me brûler. Donc je n'ai plus rien fait, je suis rentrée. Chaque fois qu'on dort,
il venait s'arrêter sur nous en fait. Donc tu vois l'ombre d'une personne qui pèse sur toi. Donc moi à midi, je me suis couchée, son ombre est venue sur moi. Donc quand je me suis réveillée, je l'ai vu, j'ai crié. Quand j'ai crié comme ça, ma mère est venue, pourquoi tu fais ça, elle n'a pas pu parler. Après, quand tout ça a commencé à venir, quand elle a commencé à parler, il dit oui. Ma mère a un seul fils, mes parents ont un seul garçon, il dit oui. C'est le garçon qu'on a envoyé de venir prendre. Mais chaque fois qu'il vient, il y a le feu. Donc, il n'arrive pas à prendre l'enfant. Donc, c'est à cause de ça qu'on l'a attrapé, vu que mes parents prient beaucoup. C'est à cause de ça qu'on l'a attrapé, que sa mère qui est morte, c'est lui qui a donné sa mère en sacrifice. Il a donné la tête de sa mère. Il a coupé la tête de sa mère. Donc, la mère est devenue le mouton blanc. Lui, il a mangé la tête. Donc, le reste, ses compagnons ont mangé ça. Ah, c'est pour vous dire que les enfants que vous voyez comme ça là, ils sont pas simples, c'est pas tout le monde on prend chez lui. Donc voilà, c'était ma petite histoire. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. De rien. Donc pour dire aussi qu'il y a des enfants qui sont là, qui entrent dans vos vies là seulement pour vous détruire. Il y a certaines femmes, quand elles tombent enceintes, là, elles marchent toujours comme elles marchaient avant, genre quand elles n'étaient pas enceintes. Quand tu es enceinte, il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes qui vont t'envier et qui seront prêtes à tout pour détruire ce qu'il y a dans ton ventre. Et c'est comme ça que pendant que tu marches, on casse le maïs là-bas, tu prends, tu manges. Tu vois quelque part. Vraiment, les envies des femmes enceintes là, je veux la prune, tu prends ici, tu manges. Tu pars là-bas chez Stéphanie. Oh, vraiment, j'ai envie de manger le poisson, tu prends ici, tu manges. Oh, machin. Après, tu manges une nourriture travaillée. C'est comme ça que ton enfant il a gâté dans le ventre. Tu accouches un enfant, une fois que tu touches une grosse somme, l'enfant a une maladie bizarre. Que l'enfant a avalé le thermos. Il faut y partir opérer l'enfant. Quand on finit de retirer le thermos dans le ventre, il sort maintenant, il a avalé la hache. C'est comme ça, les enfants comme ça. Quand tu portes ta grossesse, mon ami, reste à la maison. Fais tes petites prières, mange à la maison. Ne dérange pas que les caprices de grossesse, c'est normal, il les envie. Ah bon, hein? Ok. Bonsoir la famille DMG, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est ma première fois de monter en live. Je ne sais pas si je vais bien raconter l'histoire. Vous m'entendez? Oui, on peut se bien. Ok. Bon, avant de raconter l'histoire, je tiens à dire que avec les tradis praticiens, là, c'est pas parce qu'ils ont soigné quelqu'un qu'ils vont forcément vous soigner. Ils peuvent aussi vous utiliser ou vouloir vous tuer. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Bon, il y a de cela, l'année dernière, j'avais un problème au niveau du ventre. Donc, ma famille me persécutait beaucoup. Donc, j'ai voulu contacter une tradie praticienne qui était du coup l'ex de mon frère. Et elle avait soigné mon cousin. Donc, quand j'ai contacté la fille, elle me dit oui, fais vite parce que je vois comment tu es déjà attaché à côté. Hello. Attends un peu, s'il te plaît. Oui. Celle que tu dis qui a soigné là, c'était quoi, l'ex de ton frère? Oui, elle était tradie praticienne. C'était une mène ici. Non, ton truc est avec une. Attends, continue d'abord, continue. Ça? Oui, du coup, elle avait soigné mon cousin en 2022. Il était entre la vie et la mort. Elle est venue, elle a soigné. Donc, je me suis dit que peut-être elle pouvait régler mon problème. Donc, l'année dernière, je l'ai contactée parce que j'avais vraiment les problèmes au niveau du ventre. Donc, le temps est passé. Elle m'a dit que, vu que ça avait duré pendant longtemps, vu que j'ai eu ça pendant en 2020. En 2020, oui. Elle m'a dit que ça va prendre du temps, ça peut prendre 1 an. Sans savoir qu'elle voulait m'escroquer et elle m'enviait, je ne savais pas. Donc le temps passait, elle me prenait de grosses sommes d'argent. Vraiment, elle m'a escroqué beaucoup d'argent. Et à chaque fois, elle m'avait aussi collé un esprit. De façon à ce que même si elle me demande, je sais pas, plusieurs, disons même 1 million, je vais lui donner 1 million si j'ai les 1 million là. Et en plus de ça, elle m'avait collé un esprit. Du coup, elle savait exactement là où je me trouvais. Un jour, j'étais au marché Mbopi. Vous savez comment le marché là est grand. Elle a trouvé ma position exacte là où je me trouvais. Je me suis dit, mais comment est-ce que ça se fait? Bref, avec le temps,
Et elle avait aussi la main sur mes rêves. Donc souvent, elle m'appelait comme ça, en panique. Elle me dit, tu as rêvé de quoi? Quand je lui ai dit non, je ne me rappelle pas de quoi est-ce que j'ai rêvé. Elle me dit, ah ok. Quand je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu demandes ça? Elle me dit que non, les gens qui te persécutent sont sur le point de faire quelque chose, mais j'ai bloqué ça. Bref, elle me donnait toujours des excuses bidons et tout. Elle a fait ça comme ça plusieurs fois. Donc du coup, un jour, comme moi j'ai les rêves prémonitoires, donc cette année, ça s'est passé le mois dernier. J'ai rêvé où on me montrait qu'une personne à qui je tenais beaucoup allait me trahir et on l'avait payé la personne. Dans le rêve, elle avait pris le visage de ma soeur. Mais je me suis dit non, parce que l'aura de ma soeur n'était pas pareil que son aura. Je me suis dit non, ce n'est pas elle, ça ne peut pas être elle. Et je suis restée donc comme ça, j'ai commencé à réfléchir que mais ça peut être qui? Et une voix m'a dit c'est cette fille-là. Et au début, je n'arrivais pas à croire parce que vraiment, elle avait fait en sorte d'avoir une grosse emprise sur moi. Donc le temps passe et je me rends compte que vraiment, ce qu'on m'a montré dans le rêve là, c'était vraiment elle. Et dans le rêve, on m'a montré qu'on lui avait donné une grosse somme d'argent et elle m'avait aussi arnaqué. Et il y avait un rituel qu'elle m'avait dit qu'on devait aller faire au bord de l'eau, vers le Vouri, pour pouvoir me libérer. Et il faut savoir que j'avais fait un jeûne quelque temps avant ça. Et à chaque fois que je terminais le jeûne, parce que j'ai fait ça 2 fois, la fille ne me contactait plus. J'écris, elle ne répond plus. J'appelle, elle ne décroche pas. Quand j'ai terminé le jeûne, quelques jours après, elle m'a recontacté. Non, oui, ça va se faire et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai refait le jeûne. Quand je termine le jeûne, elle ne me recontacte plus. J'appelle, elle ne décroche plus. Ma cousine, donc, quand j'avais raconté l'histoire à ma cousine, elle m'a supplié, elle m'a dit, viens, on va voir l'un de mes amis que je connais, qui est aussi praticien. Il va un peu plus t'éclairer sur l'histoire. Donc j'arrive là-bas, le gars me raconte l'histoire. Il me dit, en fait, la fille là, elle travaillait avec les personnes qui te persécutaient depuis le début. Et elle avait mis un esprit sur toi afin que tout ce que tu vas travailler, tu vas lui donner. Tout ce que tu vas faire, même ton étoile. Elle a pris une partie de tes chances. Et elle voulait te mettre dans sa secte, en fait. Bref, les trucs de Ménissi, là, elle avait acheté ça. C'était pas naturel, c'était pas Dieu qui lui avait donné. Mais elle passait le temps à dire que non, c'est Dieu qui lui a donné, c'est monté, c'est descendu. Pourtant, elle avait acheté ça. Et elle voulait que je sois comme elle. Genre, elle voulait me mettre dans leur cercle, là. Mais là-bas, on a refusé. Et mon esprit était fort. Donc, du coup, ça n'a pas pu se faire. Et le gars là m'a traité. Il m'a donc traité. Il a retiré l'esprit qu'elle avait mis sur moi. Et quelques temps après, la fille est venue m'attaquer dans les rêves. On a bagarré et je l'ai bien bastonné dans les rêves. En bref, c'était un peu ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire essentielle. Allô? Merci beaucoup pour l'histoire. Allô? Oui. Qui me suit? Allô? Allô? Oui. Bon, je vais te faire descendre. Peut-être que quand tu vas faire ton micro, ça va pouvoir me... Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Voilà. C'est son ex-belle-sœur qui a coupé le son. Oh, peut-être. Aussi, je veux aussi dire que quand on vous demande de bien choisir vos partenaires, c'est parce que une fois que vous avez un partenaire, que vous décidez de rompre avec ces personnes-là, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, parfois, il arrive que ces personnes-là décident de faire du mal à vos proches pour vous faire du mal à vous. Donc, ne pensez pas que quand vous commencez une relation avec un homme, avec une femme, c'est seulement vous les concernés. Il suffit qu'ils soient proches de votre famille, ils pourraient les atteindre facilement. Parce que quand il vient vous voir, un peu de biscuits par ici, un peu de chocolat par là, un peu d'argent ici, un peu d'argent par là, à travers ça, il peut atteindre votre famille. Donc quand tu dis que je mange son argent, je vais le barrer même demain. Tu barres le gars demain, sauf que il a déjà remis un argent compliqué à ta maman, ou à ton frère, ou à ta soeur, ou à ton père. Et donc quand tu barres, il dit bon, donc c'est comme ça, elle pense qu'elle m'a mangé, elle va donc pleurer. C'est comme ça qu'on part détruire votre famille. Et le plus souvent, vous ne pouvez pas croire que c'est ça. Genre naïvement, tu pleures seulement que ouais, ma mère est morte d'accident, déjà c'est naturel, alors que le gars est derrière et jamais il va venir te dire qu'en fait, c'est moi qui suis derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter. Pourquoi il faut éviter de faire du mal inutilement aux gens.
Ouais, Damien. Oui, allô, bonsoir, c'est comment? Très bien, Tom. Ouais, ça va, depuis que tu n'étais même plus là. Bon, bref, j'ai deux histoires qui sont courtes, mais deux histoires en une. La première, elle me concerne. La première, en fait, je l'ai vécue directement. Et la seconde, elle m'a été racontée par un de mes amis. Bon, la première histoire, à l'époque, je vivais à Douala. Bon, comme j'étais un peu récalcitrant, on va dire ça comme ça. Mes parents m'ont envoyé se Baranté pour continuer les études. Je faisais la classe de première. Étant sur Douala, j'avais à composer des examens, j'avais à composer plusieurs examens, donc c'était naturel en fait. Quand je suis arrivé sur Baranté, je vivais avec un de mes amis. Je devais composer le probatoire. Le jour de l'examen, mon ami d'abord, il sort, il mange le jujube. Bon, c'était normal, pour moi c'était normal. Moi je voyais pas, il mange le jujube et tout et tout et tout. Après il me dit ceci, quand on part composer là, ne salue personne en route. Ah, moi je suis un gars de Douala, moi les choses comme ça, moi il m'en fout de ça. Il dit que ne salue personne en route. En classe, ne salue personne. Il dit, ah ok, si tu le dis alors. On arrive en classe. Moi j'avais une habitude quand j'arrivais en classe. Chaque matin quand j'arrivais en classe, je saluais toute la salle de classe. Toute la salle de classe, c'était mon habitude. Mais ce jour-là, j'arrive, c'était le début de l'examen. Je tends la main, chacun n'étant pas. Il dit, on a fait si vraiment c'est comme ça. Bref, je passe dessus. Vous savez qu'à l'école, chaque personne connaît sa capacité en chaque matière. Donc en classe, on connaît que celui-ci, lui, il est fort en maths. On connaît celui-ci, lui, il est fort en histoire géo ou en n'importe quoi. Bon. Whatever. Chaque personne a une capacité en fait. Il y avait un gars chez nous, il était très fort dans les matières, puisque je faisais la technique, il était très fort dans les matières de calcul. Très, très fort dans les matières de calcul. Et lui, il venait aussi de Yaoundé, donc c'était un gars de la ville. Lui, il est arrivé, on a composé les premiers jours comme ça, on composait les matières générales. On a composé les matières. Après, maintenant, je crois bien, le deuxième, troisième jour, c'était maintenant nos matières de base. Vous savez, quand on finit de composer un examen, une matière, souvent, on reste à la cour, chaque élève, on dit, tu as trouvé combien ici, tu as trouvé combien ici. Ah, des choses comme ça, moi, ça ne me concernait pas parce que moi, je savais que j'avais raté, en fait. Lui, nous sommes restés. Lui, quand on lui demande, tu as trouvé combien ici, les réponses qu'il donnait étaient vraiment bizarres. Il dit, mais mon frère, toi, c'est même toi-même qui a même fait ça. Parce que même celui qui était même bête, même moi-même, que c'était pas mes matières, j'avais quand même trouvé. Mais lui, il n'avait pas trouvé. Et lui, il ne comprenait rien de ce qui s'était passé. En fait, il avait salué, il était venu en classe, parce que lui aussi, il a l'habitude de saluer, on se saluait. Il avait salué la mauvaise personne. Et on avait pris ses chances ce jour-là. Ce qui a fait en sorte qu'il a échoué l'examen. On a échoué l'examen. C'était pas oui, on a échoué l'examen ensemble la fois là. Donc, il faut souvent faire très attention quand vous partez composer des examens et tout. Peut-être à Douala, c'est différent. Il y a même dans les villages et tout, c'est pas ça. Là-bas, c'est un autre niveau. C'est une compétition en fait. Ça, c'était la première histoire. La deuxième histoire, c'est un de mes amis qui m'a raconté ça. C'était à Douala. Un homme, il sortait avec une fille. Il n'avait jamais fait le concubinage avec la fille. Bref, il n'avait jamais fait le concubinage. Donc, c'était une relation comme ça. La fille venait souvent, elle partait et tout et tout. Maintenant, lui, il a décidé d'épouser la fille. Bon, il a dit à la fille, avant que je t'épouse, il faut quand même qu'on vive dans la même maison ensemble pendant un bon bout de temps. La fille a dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais lui, il avait remarqué un truc chez la fille. La fille, elle aimait manger la viande. Donc, elle mangeait la viande sous toutes ses formes. Mouton, bœuf, poulet. En fait, les viandes, elle aimait la viande. Bon, lui, il s'est dit, bon, sûrement, c'est normal. Il y a des gens qui aiment le poisson brisé, d'autres qui aiment ça. Ouais, peut-être elle aime la viande. Mais il y avait encore une seconde truc qu'il avait remarqué, c'est que quand la fille dormait, certains jours, à une position, elle ne changeait pas de position jusqu'au matin.
Je sais que c'est quasiment impossible que quelqu'un dorme peut-être sur le dos et il se réveille sur le dos. Il y en a qui le font. Mais c'est presque difficile que tu dormes toute la nuit sans te taper, sans te tourner, sans te gratter. Donc elle dormait dans une position et elle se réveillait dans la même position. Lui, souvent la nuit, il essayait un peu de bousculer un peu la fille. Souvent qu'il avait ses envies, il bousculait un peu la fille, mais elle ne se réveillait pas. Il appelait la fille, elle ne se réveillait pas. Il ne comprenait pas. Il disait, ah, peut-être qu'elle a un sommeil lourd. Il y a des personnes qui dorment profondément. Quand ils dorment facilement et tout. Il n'avait pas fait attention à ça. Un jour dans ses causeries, ses amis sont assis au bar, chacun parle de sa copine. Oh, ma copine c'est comme ça, ma copine c'est comme ça. Il dit à un ami que, mais bro, ma copine, la Gola, elle aime la viande. Moi, je ne comprends pas. On ne peut pas faire une semaine à la maison sans qu'on ne peut pas la viande. Son ami dit, ah, frère, toi aussi, tu sors avec une fille comme ça. Bref, il passe dessus. Après, il dit, mais il y a aussi un truc que je ne comprends pas. C'est que quand elle dort, elle se réveille toujours dans la même position. Quand elle dort, elle ne change pas de position. Son ami dit quoi? Il dit, elle a l'habitude de dormir sur le dos et elle se réveille sur le dos. Peu importe comment je la bouge, elle ne change pas de position. Peu importe comment je la secoue, souvent la nuit et tout, elle dort toujours sur le dos. Quand elle dort comme ça, elle dort sur le dos et elle se réveille sur le dos. Son ami dit que frère, je vais te dire une vérité. Ta fille, c'est une vampire. Elle sort en vampire. Il dit, hein? Je te dis qu'elle sort en vampire. Non, je crois pas. Oh. Parce que vous savez, chez nous, souvent chez les Bamileke, en fait, plus chez les Bamileke, quand tu veux épouser une fille, la famille, quand tu dis à ta famille que je vais épouser une fille, même si on ne te dit pas, on appelle au village, on cherche les origines de la fille, on cherche si la fille a le ventre. On fait ça dans certaines familles, en fait. Si tu dis, papa, maman, je vais épouser cette fille, on demande, elle s'appelle comment, elle vient d'où? Parce que les Bamileke, surtout, ils demandent toujours, tu viens d'où? Quand tu dis d'où tu viens, on commence à fouiller maintenant tes origines, d'où, et tout, pour voir si tu as pas le ventre et tout. Il a commencé à appeler chez eux pour demander et tout. On a fouillé, on a dit, ah, ta copine c'est une vampire. Il a dit, mais maintenant, comment je vais faire comment pour connaître une vampire? On lui a dit, tu peux vivre avec une vampire dans la même maison, elle va rien te faire, rien, vous vivez normalement et tout. Mais, le monsieur qui avait parlé, le monsieur a dit, il y a un problème. C'est que la nuit, si elle dort, si tu changes sa position, elle va mourir. Il a dit, ah bon? Il a dit, oui, si tu changes sa position, elle ne va plus pouvoir revenir dans son corps. Et vous savez, l'interdit est souvent fascinant, en fait. Ce qu'on t'interdit, c'est ça qui est un peu fascinant. Donc, le monsieur a dit, ne change pas sa position. Une nuit, elle dormait, ça s'est passé. Il a donc changé la position de sa copine pour voir si c'était ça. Et elle ne s'est jamais réveillée. On a fait le constat, on a dit qu'elle a fait un arrêt cardiaque. Donc elle n'a pas pu entrer dans son corps, elle est morte. En fait, c'était ça l'histoire. Il faut faire beaucoup attention, il faut souvent être vigilant et tout. Donc souvent quand on comprend que telle est morte par arrêt cardiaque la nuit ou telle est morte par arrêt cardiaque, peut-être que le gars est sorti, on l'a bougé, il n'a pas pu entrer, il est mort. D'accord, merci beaucoup pour les histoires Damien. Merci. Jeune dame, c'est comment? Il m'a zappé, est-ce qu'on fait ça? La première histoire concernant les élèves là, avec le salut là, c'est vrai. Hein? Avec les enfants comme les enfants d'aujourd'hui là, qui sont oh gars, chamalos, oh chombe, oh machin. Il faut causer aux enfants. On va se rattraper, ok, d'accord. Oh chamalos. Puis encore, les gars se changent les stylos, les gars se changent les cahiers. Prends-moi ton livre, pardon, je vais aller lire à la maison. Il prend ton livre, il part avec à la maison. Dangereux. Dangereux parce que, c'est vrai, il y a d'autres qui n'ont pas de livre, qui aimeraient avoir ton livre. Voilà, c'est ça. Papa n'a pas l'argent, maman aussi, bon voilà, je veux seulement pour 2 jours, je te remets ton livre innocemment. Il y a ça. Mais après, il y a ceux qui veulent aller travailler avec ton livre. Genre, quand ils te remettent ton livre, tout ce que tu lis, c'est eux qui comprennent ce que tu as lu, mais toi tu ne comprends rien. Donc c'est très dangereux.
très dangereux ça. Il y a aussi des noms. Femme mystique de l'ombre, c'est encore qui non? Femme mystique de l'ombre. Bonsoir la famille DMG, bonsoir DMG, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous raconter une histoire que moi-même j'ai vécue. J'avais moins de 10 ans et comme mes parents ils sont enseignants, donc on les affecte un peu partout. J'espère que vous m'écoutez bien. On les affecte un peu partout. Du coup, on nous avait affectés dans un village. Et le village là, mon père était déjà passé par là-bas. Il avait compris à ma mère que bien avant de la rencontrer, il a eu un enfant. Il a une petite fille. Ma mère a dit que mais va chercher l'enfant. Pourquoi tu laisses l'enfant vivre avec sa mère? Là-bas, il n'a pas d'éducation et tout. Il disait oui, je vais aller chercher, je vais aller chercher. Je pense que quand elle a commencé à parler de ça, j'avais 2 ans. Mais jusqu'à mes 7 ans, il n'était pas encore allé chercher la petite en fait. Et quand nous sommes arrivés là-bas et que c'était proche de l'endroit où elle vivait avec sa mère, mon père est allé la chercher. Mais quand elle est arrivée, direct j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce qu'elle me faisait déjà peur. Elle était de façon très très maigre, mais elle avait un gros ventre. Vraiment gros ventre. Franchement, c'est la première fois que je voyais quelqu'un avec un aussi gros ventre. Je pensais même qu'elle était enceinte. Du coup, je demandais à ma mère à chaque fois qu'elle est enceinte. Ma mère disait non. Sûrement, elle est mal nourrie. Voilà pourquoi elle est devenue comme ça. Donc, on est resté avec la petite à la maison et tout. Et elle pissait au lit. Vraiment, quand la go qui est passée tout à l'heure, elle a parlé du petit garçon qui sortait en vampire dans leur maison là. Je me suis directement rappelé de ça et direct j'ai dit je lance la demande. Je vais venir raconter l'histoire de ma propre soeur en fait. Donc, voilà comment elle vivait avec nous. Elle pissait au lit. Mais à un moment donné, quand ma maman tapait sur elle pour dire que non, on ne pisse pas au lit, quand tu veux pisser, tu te réveilles et tout, tu es assez grande, tu as déjà plus de 10 ans, tu peux te lever la nuit et aller pisser dehors ou bien dans un pot et tout. Mais à chaque fois, elle pissait au lit. Et quand elle a vu qu'on tapait sur elle, elle faisait comment? Elle se réveille la nuit, elle vient au-dessus de moi, elle fait pipi sur moi. Moi, j'avais un sommeil lourd à l'époque. Elle fait pipi sur moi et elle repart se coucher à sa place. Et donc, c'est moi qu'on trouve avec les pipis le matin et on me frappe. Elle a fait ça sur moi, elle a fait ça sur mon frère. On avait des sommeils lourds. Franchement, je ne sais pas comment on pouvait dormir comme ça. Et à un moment donné, une fois mon frère lui a pincé, notre grand frère à nous deux, je peux dire. Il a pincé, il a dit que mais comment tu arrives à faire ça? Donc c'est toi qui te réveilles ici. Bon, on va voir, tu vas dormir seule dans la chambre et on va voir si nous, on va pisser là ou on va pas dormir là-bas. Donc elle a commencé à dormir seule et elle pissait là-bas. Donc à un moment donné, il y avait un pasteur qui vivait non loin. Il n'y avait qu'une seule église même dans le village là. Donc le pasteur là, il est devenu ami avec mon père. Jusqu'à il nous a invités à l'église. Quand nous sommes arrivés là-bas, elle refusait de rentrer dans l'église. Mon père lui a soulevé sur l'épaule comme s'il a dit on va aller. Quand ils sont arrivés là-bas, elle a commencé à pleurer. Et c'est plus elle qui parlait. C'était une autre voix qui parlait maintenant. Une voix d'une personne un peu âgée. Elle a dit que non, tu es venu la chercher. Pourquoi? Tu es venu la chercher pour que j'étais choquée. J'étais choquée, c'est la première fois que je voyais ça. Là maintenant je vois ça partout dans les églises, mais j'étais choquée parce que c'était la première fois. J'ai dit à ma mère, je ne dors pas dans la maison là. Je ne dors plus ici, je préfère rentrer chez moi. Je préfère retourner en ville, genre venir retrouver ma grand-mère. Mais je ne dors plus ici. Ma mère a dit non, on va dormir, on va prier, on va dormir. À chaque fois on l'a trouvée devant la porte, genre. Donc nous tous on s'est renfermés dans une chambre. Les parents et tous les autres enfants. Elle dormait sur l'autre côté. Et genre le matin, on trouvait à chaque fois qu'elle était devant la porte. Elle disait oh non, j'ai essayé de venir rentrer, mais vous avez refusé de me faire rentrer. J'étais là genre what? Et quand nous sommes arrivés en ville, elle voulait sortir en vampire en ville. Du coup, les sorciers de la ville, il y a une dame qui a genre, presque une cité, qui reste non loin de chez. On est dans la même cité, en fait, c'est la propriétaire de la cité. Et genre, elle voulait sortir en vampire. Et la vieille est venue le matin par là, mon père. Que c'est la dernière fois que je vois votre enfant essayer de venir, genre, sillonner sur mon terrain. Non, mais j'étais choquée. J'étais choquée. Et après, elle est tombée malade. Parce qu'elle tentait toujours de sillonner le terrain, la cité de la dame. Et la femme m'a dit que ça va mal finir. Genre, elle a fait carrément les problèmes à mon père. Comme si c'était quelque chose de normal.
Non, mais comme si c'était quelque chose de normal. Mon père a dit que bon, je vais te renvoyer d'abord chez ta mère passer les vacances. Et quand tu reviendras, bah, on va quitter ici. Tu vas me trouver qu'on est déjà quitté ici. Quand elle est partie, DMG, elle n'a même pas fait 2 jours, elle est décédée. J'étais choquée. J'étais choquée. Franchement, ça m'a fait froid dans le dos. Jusqu'aujourd'hui, quand j'y pense, je suis toujours choquée. Hein. J'ai vécu avec une personne comme ça dans la même maison que moi. On dormait sur le même lit. Non mais, franchement... Et on est parti à son décès, c'est sa grand-mère qui... Et sa grand-mère vit jusqu'aujourd'hui. Genre, j'avais 7 ans. Et là, j'ai plus de 20 ans. Et sa grand-mère vit toujours, jusqu'aujourd'hui. Elle vit encore. Elle a déjà 109 ans. Elle est déjà beaucoup vieille, mais elle vit encore. Elle vit encore. Franchement, je ne sais pas comment elle fait, mais bon. C'était un peu ce que j'ai vécu, voilà. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir, DMG. Bonsoir. Ça va, j'étais abandonné un bon bout, hein? En fait, On s'est abandonné. Attends, je vais baisser la télé. Oh, zut. J'essaie d'arrêter. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je vais raconter une histoire. Et pour demander aussi aux gens de prendre les rêves en compte. Parce que les rêves aussi sont des moyens de communication de l'Esprit de Dieu avec tout le monde. Voilà. C'est pas que des cauchemars, hein. Mais les rêves aussi sont très importants. Les rêves qu'on appelle les songes. Donc c'est l'histoire d'une dame que je vais nommer Madeleine. Madeleine, c'est une femme de prière. Voilà. Elle a perdu son frère qui a été malade durant très longtemps. Et finalement, le frère a fini par décéder. Donc, c'est en Côte d'Ivoire. Étant à l'ouest du pays, elle a fait le voyage pour aller aux funérailles de son frère. Les funérailles se sont bien passées. Et son frère avait une fille qui avait 18 ans, que je vais nommer Alice. Et Alice a perdu c'est son papa qui est décédé. Donc, après les funérailles, Madeleine se dit, bon, sa nièce est jeune, elle est déscolarisée, elle ne va pas la laisser seule au village. Donc, elle a pris sa nièce pour la ramener avec elle à Abidjan. Donc, la nièce est venue à la maison. 2 semaines après, Madeleine commence à tomber malade. Malade. Et une nuit, quand elle prie pour dormir, elle fait un songe dans lequel elle voit sa nièce assise devant une assiette remplie de viande. Que sa nièce était en train de manger toute seule. Quand elle s'est réveillée, elle en a parlé à son mari que, voilà le rêve que j'ai fait sur ma nièce. Vous savez, souvent on a des formules toutes faites. Son mari dit non, ça là c'est parce que chez nous en général c'est comme ça on dit. Hein. Non, elle a peut-être dû trop manger la nuit, c'est pourquoi tu es arrivé à elle. Bonsoir chérie. Donc c'est parce qu'elle a trop mangé que tu es arrivé d'elle. Et elle a mis ça sur le compte, elle dit assurément que son mari a raison. Donc elle a banalisé le rêve. Elle tombait malade. Quelque temps après encore, elle fait un songe dans lequel elle voit un groupe de personnes. Et sa nièce était parmi ces gens-là. Elle voit ce groupe de personnes en train de découper une dame. Elle s'en est la découper dans le rêve. Donc elle demande, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Personne ne répond. Mais à force d'insister, il y a une dame parmi les découpeurs là qui lui répond en lui disant, mais en train de découper quelqu'un qui est pour prendre la viande pour aller vendre ça dans les restaurants. Donc elle était choquée. Quand elle s'est réveillée, cette fois-ci là, elle a pris son temps. Quand il n'y avait personne, son mari était parti au travail. Elle a appelé, puisqu'elle était malade, elle avait sa tête qui était pratiquement enflée, et puis elle avait des plaies dans la bouche. Donc elle a fait appeler sa nièce Alice, elles se sont mises dans un endroit toutes les deux. Et puis elle lui a dit, ma nièce, quand je suis partie au funérailles de ton papa, j'ai vu que tu étais seule là-bas et que ton papa était tellement attaché à toi. Je n'ai pas voulu te laisser là-bas, je t'ai ramené à Abidjan. Mais seulement, depuis que tu es arrivé dans cette maison, l'atmosphère a changé. Moi, je prie. L'atmosphère a changé et je tombe pratiquement pas malade. Mais depuis que tu es là, beaucoup de choses se gardent dans la maison, les appareils. Moi-même, je suis malade, je ne me retrouve pas. Ma nièce, s'il y a quelque chose là, il faut me dire. Je peux t'aider.
tu vois, elle a un peu pris la fille par les sentiments. Et donc, la nièce qui lui répond, ah, tata, effectivement, je suis sorcière et mon oncle qui a tué mon papa veut que je te donne, mais moi je ne veux pas parce que tu vas me donner une chance de m'insérer dans la vie et tout. Donc moi je ne veux pas te donner. Moi je suis sorcière, c'est vrai. Au contraire, je te protège et je ne veux pas te tuer. C'est pas moi, ce que tu vois, c'est pas moi qui vais te faire du mal. Donc elle t'a dit, ok, j'ai compris. Comme toi tu dis que ta sorcellerie là, tu ne tues pas les gens avec. Je connais un homme de Dieu qui a un camp de prière et de délivrance pour les sorciers. Je vais t'y emmener. C'est ainsi, elles ont fait les bagages et tout, et puis elles se sont retrouvées dans le camp de prière à l'intérieur du pays. Et lors du premier entretien, le serviteur de Dieu dit, mais tu es une sorcière. Elle dit, oui, je suis sorcière, je reconnais, mais moi je ne tue pas. Il dit, tu mens. Dis-moi combien de personnes tu as tué. Ah, j'ai dit, je ne tue pas. Il insiste, il dit, dis-moi combien de personnes tu as tué. Elle dit, non, j'ai tué 11 personnes. Le serviteur lui demande encore, je te dis de me dire combien de personnes tu as tué. Elle gratte la tête. Bon, j'ai tué 90 personnes. Il dit, c'est la dernière fois que je vais te poser la question. Dis-moi combien de personnes tu as tué. Elle était là. Il dit, tu as tué 890 personnes. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, j'ai tué 890 personnes. Et il lui a demandé, bon, dans ce cas, qui a tué ton papa? Non, c'est mon grand-père. Il dit, tu ne veux pas vraiment te faire libérer, c'est pourquoi tu es en train de raconter des mensonges. Il insiste encore. Qui a tué ton papa? Oui, c'est moi qui ai tué mon papa. Il dit, c'est la dernière fois que je te pose des questions. Si tu ne me réponds pas sincèrement, je te dépose là. Je fais des prières pour ta nièce et puis toi, je te confie à Dieu. En général, quand tu fais ça, c'est pour dire que la personne va, j'ai réglé ça avec Dieu, il va mourir, elle va mourir peut-être. Donc la fille était là, elle a commencé à avouer, pardon papa, je vais dire la vérité et tout. Donc elle commence ses aveux. C'est vrai, j'ai tué mon père et je suis venue en mission pour exterminer ma tante. C'est réellement elle qu'on découpait dans le rêve pendant qu'elle nous a vu découper une personne là. C'est elle qu'on était en train de découper. Donc je lui demande pardon. C'est vrai, elle est gentille. Elle m'a envoyé pour me donner une chance. Mais en fait, c'est nous qui avons travaillé son cœur. De telle sorte que elle ait cette idée-là de me faire venir pour que ce soit plus facile pour moi de l'atteindre. Parce que c'est vrai, nous on est à l'intérieur du pays, elle est à Abidjan. C'est vrai qu'elle prie. Généralement, quand c'est comme ça, quand on arrive, il y a un halo de lumière qui protège la maison, on ne peut pas rentrer. Donc, est-ce que c'est mieux d'être dans la maison avec la personne? C'est pourquoi je te dis chaque fois, un ennemi intérieur est difficile à déloger. Donc, c'est pourquoi c'est comme ça nous sommes venus. Et puis, il dit, mais tu as un accessoire que tu prends pour te déplacer là, où tu as mis. Non, je ne suis pas venu avec ça. Il insiste. Elle dit, non, j'ai mis ça dans mon derrière. Que c'est un mouchoir que j'ai reçu en échange du fait que j'ai réussi à donner l'âme de mon père. Donc, c'est ce mouchoir-là qui me permet de me déplacer un peu partout. Donc, voilà quelques aveux qu'elle a eu à faire. Et puis après, ils ont procédé à sa délivrance. Le conseil que j'aimerais donner, c'est de généralement prendre les rêves qu'on fait en considération. Et puis déjà même avant, c'est-à-dire, je dis seulement de prendre les rêves en considération parce que tu pries ou que tu ne pries pas, Dieu peut te parler en rêve. Mais le plus important, c'est de prier et surtout de prendre ces rêves en considération. Généralement, on a des formules à l'emporte-pièce qui font qu'on banalise souvent les rêves, alors que les rêves là sont des messages que Dieu nous donne. Et puis, il faudrait qu'on prenne l'habitude de demander l'assentiment de Dieu pour n'importe quelle décision on va prendre. C'est vrai que c'est pas facile, mais normalement même dans cette vie-là, c'est-à-dire tu vas payer le pain même avant de manger, tu dois prier pour demander à Dieu, c'est ce pain-là je dois acheter. C'est vrai, comme on ne peut pas tout le temps le faire. Mais rien n'est garanti au jour d'aujourd'hui. On ne peut même plus vivre comme mouton sans propriétaire parce que tout ça là, on s'expose. On s'expose vraiment à tout. Et puis, c'est pas parce que toi, ton bon cœur, tu vas dire prendre enfant de quelqu'un. L'ennemi intérieur est le plus dangereux. L'ennemi intérieur est le plus dangereux. Parce qu'il est dans la maison. S'il y a le feu de la prière dans la maison, il est déjà habitué à ce feu-là.
C'est pourquoi il faut vraiment faire attention d'aller, au lieu de, quand on veut par exemple jouer les mères Thérèse, on va prendre des gens, on ramène à la maison, on met la vie de nos enfants, on met la vie de nos conjoints, on met la vie de tout le monde en danger. C'est vrai, quand on le dit en tant qu'Africain, on pense qu'on est méchant. On n'est pas méchant. Mais les seules personnes pour lesquelles nous sommes des garanties, là, ce sont nos enfants. C'est à eux on doit des comptes. Donc si on doit ramener des gens parce qu'on veut être magnanime ou on veut faire la gentillesse et on expose nos enfants, ils iront vers qui? Aujourd'hui, on n'a qu'à se protéger soi-même, pas la prière. Il n'y a que la prière, en fait, que moi je connais. Donc, c'est la prière seulement qui peut nous prémunir de tout ça là. Donc, voilà, c'est ma première histoire. Je vais sûrement remonter. J'ai un peu perdu le rythme là. Donc, ça fait que je relis un peu mes notes pour me mettre dans le bain pour pouvoir raconter les histoires et puis ne pas oublier des points. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. Un point encore à signaler, c'est que, comme elle a aussi dit, on veut souvent faire les gentils. Dès que tu as un membre de la famille qui dit « Ouais, mon enfant est ici, il ne fréquente pas. Donc, si tu peux venir là-bas, j'envoie mon enfant, il reste dans ta maison. Comme ça, tu peux l'envoyer à l'école, il fréquente, il réussit sa vie aussi. Je serais vraiment reconnaissant. » C'est touchant tout ça. C'est bien beau tout ça. Mais c'est très dangereux aussi. Très très dangereux. Pour moi, si j'ai un frère, si j'ai un cousin ou un proche qui me dit voilà mon enfant est ici il ne peut fréquenter, je n'ai pas les moyens de l'envoyer à l'école et tout. Gars, si moi j'ai l'argent, je prends l'argent, je te remets en main. Elle va mettre l'enfant à l'école. S'il faut le transport et que tu n'as pas, je te donne le transport, toi-même tu gères ton enfant chez toi. Parce que si ton enfant vient chez moi et que maintenant il a peut-être un problème il a un accident, il se casse la main. On va dire dans le quartier, bien toi tu vas dire dans le quartier qu'il a vendu la main de mon fils parce qu'il voulait augmenter son argent. Si ton enfant vient mourir chez moi, tu diras oh, il a sacrifié mon enfant parce qu'il voulait, et c'est ça le problème avec ces choses-là. C'est tout un problème. Tu as un frère dans la famille, il ne fait rien au quartier, tu prends 500 000, tu prends une moto, tu achètes une moto pour lui, il part faire l'accident avec, il meurt. Qu'est-ce qu'on va dire dans le quartier à ton avis? Qu'est-ce qu'on va dire dans le quartier? C'est tout ça qui devient compliqué. Tu ne sais pas si ce que tu dois aider ou pas. Ça devient grave. Jeune dame, tu as une histoire à raconter. Bonsoir la DMG Family, rebonsoir DMG, je sais que tu vas bien. Donc, beaucoup d'histoires à raconter, mais pour ce soir, je vais me contenter raconter une autant pour moi. Étant personnel soignant, forcément, on vit beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de choses. Donc, il y a peu, on va dire environ 3 semaines ou 1 mois, on a reçu une patiente. Je vais taire le nom de l'hôpital et de la patiente. Donc, on va l'appeler, disons, Angel. Donc, il y a environ 1 mois, on a reçu Angel en service de gynécologie qui se plaignait de fortes douleurs au bas-ventre. Maintenant, au moment de faire l'échographie, on se rend compte que l'utérus est totalement endommagé. Elle avait 20 ans. Après plusieurs examens, on se rend compte qu'elle n'a jamais fait d'avortement volontaire ou involontaire. Elle n'a vraiment jamais eu d'infection. Déjà, elle n'a même pas une activité sexuelle régulière. Donc, c'est une petite fille qui a connu juste un mec, on va le dire ainsi. Donc, on commence à traiter la fille. Vraiment, quand elle arrive, l'utérus est endommagé, mais c'est encore récupérable. Sauf que plus on essaye de traiter la fille, plus elle pourrit. Sincèrement, elle pourrit, ce n'est pas petite pourriture, c'est vraiment, c'est dingue. Plus on essaye de traiter la fille, plus elle pourrit. On quitte de l'utérus endommagé, on se retrouve à la peau, la chair qui commence à totalement pourrir. Donc elle pourrit étant vivante. Elle est vivante, elle vous parle bien et tout. On prend sa tension, on prend ses paramètres, tout est ok, mais elle pourrit. Maintenant, on décide d'aller un peu plus loin avec les enquêtes et on pose les questions à la fille, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Elle dit qu'elle a rencontré un monsieur. Elle était dans son village, elle marchait, en soirée, elle se baladait. Elle est tombée sur un monsieur qui avait son véhicule. Le monsieur a proposé de la porter. Elle, toute naïve, décide d'accepter. Elle est montée dans le véhicule, elle s'est assise et tout. Le monsieur l'a déposée chez elle. En descendant, le monsieur a demandé son numéro de téléphone. Elle a accepté, l'a donné.
Ce n'était pas un monsieur. Elle dit il était peut-être dans la quarantaine. Et donc, elle commence à causer avec le monsieur et tout. Le même soir, le monsieur lui fait un dépôt de 35 000. Quand elle prend son téléphone pour rappeler le monsieur, le numéro ne passe plus. C'est comme ça qu'elle commence avec la maladie et tout. Au départ, des collègues pensaient qu'elle mentait. On a fait venir un prêtre qui a prié pour elle et tout. Elle a senti qu'elle est en train de partir, qu'elle est en train de mourir, quoi. Donc, elle nous a clairement fait comprendre que je suis arrivée au stade où je sais que je suis en train de mourir, donc je ne vois pas pourquoi je vais mentir. Le pasteur, on a fait venir un pasteur, on a fait venir des prêtres et tout, ils nous ont tout simplement expliqué que le transfert a été super facile. C'est-à-dire, le diable n'a vraiment plus besoin de grand-chose pour vous atteindre. Le transfert, le simple fait qu'elle ait reçu l'argent dans son téléphone, c'était bon. Même le fait de s'être assise dans le véhicule, elle ne sait pas sur quoi elle s'est assise. Tout le transfert a été effectué, comme on le dit souvent, avec succès. Je vous promets que c'était une belle petite fille. C'est-à-dire, plus les jours passaient, on est arrivé à un niveau où plus les heures passaient, plus elle pourrissait. Tu vois la chair humaine pourrie devant toi. Tu vois comment quelqu'un d'odeur sent mauvais. Tu comprends que c'était... Je n'ai vraiment pas de mots. Malheureusement, elle nous a quittés. Malheureusement ou heureusement. Parce que moi, je vais dire... je priais pour qu'elle s'en aille. Parce que quelqu'un ne peut pas autant souffrir. Entre le fait que tu pourris sur place, que tu sens sur place, que tu te sens super mal. À un moment, tu pries. Que écoute Seigneur, tu n'as qu'à venir la chercher. Je pense qu'il est temps pour elle de nous quitter. Elle a suffisamment souffert. Donc, c'était pour faire comprendre qu'on ne lui dira jamais assez, mais soyons au maximum vigilants et vigilantes, parce que ça ne concerne pas que les femmes, ça arrive aussi à beaucoup d'hommes. On a beaucoup de cas similaires. Soyons au maximum vigilants. Voilà. Vraiment, le monde va de mal à... On se retrouve dans quelque chose de... Tu ne sais même plus comment marcher, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment te tenir. On ne peut que s'en remettre à Dieu. Et bon, essayez de marcher selon les principes de Dieu, bien sûr. Donc, c'est pour la petite histoire d'aujourd'hui. Donc, faites vraiment très, très attention à vous. Allez, commenter. Est-ce que vous comprenez même que c'est pas seulement quand tu couches avec un homme qui peut te faire du mal, hein? Comme il y a d'autres filles, c'est moi, il m'a seulement son argent, moi. Et moi, je veux seulement manger son argent. Il passe mon restaurant, il paye la facture, moi, ça va. Une fois que le gars t'invite, bon, j'ai envie de te voir à 15h demain, 15h00 mercredi, on va se voir à tel bar, tel endroit. S'il te plaît, habille-toi en blanc parce que c'est une soirée en blanc. Il t'a carrément donné le dress code de son rituel et toi, tu as validé en t'habillant en blanc. Tu arrives là-bas, tu es le sacrifice ultime, tu finis de faire ce que tu veux. Il s'est arrangé avec le gars du restaurant. Il a remis son enveloppe, le gars vient, il met dans ton verre, bien dans ta nourriture, tu manges, tu rentres à la maison et c'est bon. Condition remplie, il part. Il a non, on a mangé, on n'a rien fait. Il roule là, sa grosse caisse là, une grosse voiture. Et ceux qui pensent que les méchants sont dans la voiture noire là. Et la voiture blanche, ils sont aussi dangereuses. La voiture rouge. Il dit que non, ce n'est pas la voiture noire, donc je ne vais pas entrer, c'est une voiture blanche, ah bon, hein. Donc tu rentres dans la voiture, peut-être qu'il a mis un gaz, peut-être qu'il a mis quelque chose, peut-être que c'est même un truc mystique. Tu entres, tu t'assois là au calme. Tu dis non, il n'y a plus rien. Alors que tu es en train de partir, il faut sacrifier. Dès qu'il te dépose, il dit bon voilà, prends Jim ici, paye ton café avec. Tu es aussi là, vraiment un gars gentil, hein. Un gars gentil. C'est bien ça. Merci beaucoup pour l'histoire, jeune dame.